tous et bienvenue à ce premier Grand Prix de la responsabilité sociétale de la marque. Nous sommes dans le cadre de la 11e édition de ProDurable. Certains d'entre vous ont pu peut-être voir que nous avions placé cette édition sous le serment d'Hippocrate, primum non nocere, c'est-à-dire en premier lieu ne pas nuire, au-delà faire du bien. Et ce soir, en fait, nous allons partir sur le volet de l'au-delà. Au-delà, c'est-à-dire de ces entreprises et de ces marques qui vont plus loin, qui s'engagent, qui restaurent des liens de confiance aussi avec le consommateur et le client, et qui rendent tangibles, sincères, cohérentes, crédibles leur engagement pour en faire un levier non seulement de différenciation, mais de préférence. Alors je voulais remercier en tout premier lieu M6, ici présent ce soir, qui nous a apporté son soutien. Merci infiniment. Remercier également AgroParisTech et ADTEM pour leur concours dans le cadre de l'organisation de ce premier prix. Et remercier évidemment la Link Up Factory de nous avoir accompagnés tout au long de cette préparation. Je voulais aussi remercier également Madame Laurence Monnoyer-Smith, qui est ici présente, d'avoir accepté de présider notre jury. Laurence Monnoyer-Smith, qui est commissaire générale et déléguée interministérielle au développement durable. Merci infiniment. Je vais laisser la parole à Sandrine, qui vous parlera beaucoup mieux de moi, de ce que c'est que la responsabilité sociétale des marques. À toi Sandrine, et merci à vous tous. Merci Cécile, et rapidement, puisqu'on aura ensuite un débat, mais cette responsabilité sociétale des marques, elle est en effet importante dans le cadre de cette 11e édition, parce qu'elle est, de notre point de vue, le mouvement d'après, le mouvement qui va rendre les choses aussi assez irréversibles. Irréversibles d'une part du côté des consommateurs, parce que lorsque les marques s'engagent, bien sûr qu'elles répondent à une demande de leurs consommateurs, mais lorsque les marques s'engagent, elles amènent aussi les consommateurs, et pour celles qui sont justement, qu'ils ont l'habitude d'acheter et qu'ils se rendent compte qu'elles vont plus loin, qu'elles contribuent à préserver l'environnement, qu'elles contribuent à créer une société réellement durable, une société qui est capable de ne pas juste prendre les ressources que la Terre nous offre, mais aussi peut-être de les reconstituer, une société qui est capable aussi de prendre en compte l'impact sur la santé de la consommation, une société, et on le verra ce soir aussi peut-être, qui nous amène à être un peu plus raisonnée sur la consommation, on le verra au travers des prix. Donc tout ça, c'est l'enjeu de ce passage de témoin de la RSE à la RSM, puisque sans une RSE solide, fondée, étayée, il ne peut pas y avoir de RSM, de responsabilité sociétale des marques. On passe finalement d'une RSE un peu obligation, parfois conviction, en fonction des dirigeants d'entreprise, à une RSM qui devient véritablement une opportunité d'embarquer les consommateurs, opportunité de faire du business, puisque les consommateurs le disent, seules les marques durables seront sans doute encore là dans quelques années, mais également opportunité de faire réellement changer les choses. Donc ce soir, on va vous parler des game changers. Et les game changers, ce sont justement ces entreprises qui peut-être n'ont pas dans leur ADN le fait de se positionner sur la responsabilité sociétale. Je dis, c'est certaines ce soir qui seront récompensées ont vraiment ça chevillé au corps dès le premier jour dans leur positionnement, mais celles qui justement évoluent et font évoluer l'ensemble de leur marché de référence en général en s'engageant sur le sujet de la RSM. Alors, on va parler de nos dossiers. Oui, bien sûr. Dans le cadre de cette première édition de Grand Prix, nous avons réceptionné et reçu 70 candidatures. Ces candidatures ont fait l'objet d'une première présélection, et c'est une présélection de 18 nommés, de 18 nommés que nous avons présentés à notre jury. Le jury s'est réuni et nous avons donc ensemble choisi et élu les gagnants, les lauréats de ces grands prix dans différentes catégories. Voilà, ça n'a pas été simple, c'est difficile de faire des choix. Tous
tous les dossiers, ou presque, étaient tous absolument magnifiques et assez exaltants, je dois dire. Et vous allez découvrir avec nous ce soir les gagnants de cette sélection. Alors, je crois que pour démarrer cette soirée, on va inviter Madame Monnoyer-Smith à venir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour dire le petit mot de lancement de la soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité, Salon Pro Durable et puis Link Up Factory, de m'avoir proposé de prendre la présidence d'honneur de ce jury. Alors, comme je suis juste ce qui vous sépare de la remise des prix, je vais essayer d'être assez brève. Mais j'ai quand même 2-3 petites choses importantes à dire en tant que, c'est vrai, délégué interministériel au développement durable et commissaire général au développement durable. Je vais juste dire deux points qui me paraissent essentiels. Aujourd'hui, s'il est important, si ce prix est important pour nous, c'est parce qu'il salue une démarche particulière qui est celle de la manière, donc des bonnes manières, des bonnes pratiques que peuvent avoir un certain nombre d'entreprises pour justement inviter, inciter les consommateurs, les acheteurs, mais qui sont aussi des citoyens, à s'inscrire dans une démarche de transition écologique. Alors, mon ministre que je cite souvent, Nicolas Hulot, notre ministre d'État de la transition écologique et solidaire, le dit souvent, notre rôle au sein de ce gouvernement, notre mission, parce que c'est comme ça qu'on le vit un petit peu tous, c'est d'outiller l'ensemble de la société, l'ensemble des entreprises, pour que nous marchions vers que nous fassions ce pas, ce changement de paradigme, cette transition extrêmement importante vers cette société du développement durable. C'est un changement de paradigme, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, il s'agit de prendre en considération dans la manière dont on consomme, dans la manière dont on conçoit les produits, et plus largement dont on se déplace, etc., les enjeux qui sont liés à la finitude de notre planète. Nous nous attachons au sein du commissariat général, alors du ministère de manière générale évidemment, mais au sein du commissariat général, à mettre en place ces outils qui permettent cet accompagnement de la transition énergétique et écologique, de manière à ce que cette finitude de la planète soit aujourd'hui inscrite dans les pratiques. Il y a une responsabilité particulière des entreprises et des marques dans ce cheminement, parce que nous vivons dans un monde de consommation qui est quand même extrêmement marqué par la nécessité de l'innovation, et cette nécessité de l'innovation s'accompagne quand même régulièrement, enfin s'accompagne de manière un petit peu mécanique d'un certain nombre d'innovations qui supposent que nous mettons sur le marché de nouveaux produits, que nous consommions davantage, etc. Ce qui suppose que les entreprises et les marques prennent vraiment conscience de leur rôle d'information du consommateur et du citoyen pour que celui-ci sache ce qu'il fait quand il achète. Et nous avons donc un certain nombre d'outils, nous déployons un certain nombre d'outils au sein du commissariat général pour que les entreprises et les marques se saisissent de ces méthodes pour avertir le consommateur. Il y a une responsabilité particulière de la marque dans cette action d'information. Alors, on a travaillé sur l'affichage environnemental dans le cadre de la feuille de route d'économie circulaire dont nous parlions à midi dans un autre atelier dans ce même amphi. Nous travaillons sur des indices de réparabilité. Nous avons mis en place une plateforme de crowdfunding pour le développement de projets verts qui permet aux citoyens, aux consommateurs de s'engager collectivement de mettre de l'argent et de s'engager collectivement pour le développement de nouveaux projets verts, etc. Nous avons un certain nombre de labels qui permettent de rendre visible pour les entreprises et pour les marques leur engagement vers le développement durable. Donc voilà, c'est ce message que je souhaite vous apporter. Nous ne réussirons, comme le dit Nicolas Hulot, cette transition écologique, nous ne réussirons à la rendre irréversible que si l'ensemble des collectifs que vous constituez, vous, entreprises, nous, mais vous aussi, citoyens, vous aussi, consommateurs, vous aussi, responsables du monde que vous allez léguer et dans lequel vos enfants et nos enfants vont vivre collectivement. Donc cet engagement collectif, je vous invite à le faire. Le commissariat général est là pour vous aider, pour vous accompagner et vous servir d'appui dans toutes les démarches que vous voudrez entreprendre en ce sens. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, Laurence Monnoyer-Smith. Donc, un jury qui s'est énormément investi, Cécile le disait, 70 dossiers,
Donc vous les voyez ici, vous les découvrez ici. Ils ont lu, noté, débattu. Donc, comme le disait Cécile, des dossiers très complets, des dossiers dans lesquels aussi les critères d'engagement globaux ont été pris en compte. Et pour certains d'entre eux, ils vont participer à la remise des prix de cette soirée et on les remercie aussi d'être avec nous ce soir. Donc, on va peut-être enchaîner tout de suite sur... On va commencer tout de suite avec le lancement du premier grand prix. Voilà, alors le premier grand prix de la RSM, la catégorie service pour les entreprises. Et je vais appeler justement pour remettre ce prix Catherine Bourgeois-Réju de l'ADTEM. Bonsoir Catherine, vous êtes donc déléguée générale de l'ADTEM. Vous nous avez aidé à organiser ce prix. Peut-être un petit mot sur l'ADTEM pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Oui, rapidement. L'ADTEM est le premier réseau de marketeurs en France. Nous avons 1300 membres à peu près. Et nous avons des membres de tout secteur, B2B, B2C, tout métier, du chef de produit au directeur marketing grand groupe. Nous essayons d'aborder tous les sujets de marketing. Donc, ce qui nous donne un positionnement généraliste, et nous rentrons dans les sujets par nos clubs qui proposent à nos adhérents et à la communauté marketing entre 80 et 100 conférences par an pour vraiment rentrer dans tous les sujets. Parce que, comme vous le savez, le monde change, mais le marketing aussi très très vite. Et en fait, on se dit que si on reste sur nos cours de marketing ou sur les livres que nous avons lus lors de nos études, eh bien, voilà, le marketing va se faire sans nous. Donc notre ambition, c'est vraiment de permettre à nos membres d'être toujours à jour des dernières tendances du marketing. Et puis, si je dois résumer en 3 mots, l'ADTEM, c'est de l'intelligence, du contenu et de la convivialité, de la bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance. Alors, je sais que c'est le mot de l'année, mais nous, ça fait longtemps qu'on le dit. Et voilà. Et aussi l'engagement sur la RSE, puisque nous avez permis et vous avez participé au jury. Donc, je vais citer pour la catégorie services aux entreprises les 3 nommés, donc les 3 entreprises qui étaient dans le top 3. Nous avons donc Alliance Partner pour un produit conçu avec Mondial Assistance et notamment pour rendre l'assistance, les assurances plus accessibles aux personnes qui sont à déficience auditive. Également nommé Terre de Communication pour sa marque filière Terre Oléo Pro. Donc c'est de permettre aussi aux marques de bénéficier d'une forme de label porteuse de l'engagement de toute la filière des huiles et protéines végétales. Et enfin Malakoff Médéric pour son prix entreprise en santé et l'accompagnement des salariés pour plus de bien-être. Alors, ce premier prix, je vais vous le dire dans un instant, juste après le petit générique. Le vainqueur est... Malakoff Médéric pour son prix Entreprise Territoire de Santé. Et donc on va appeler à monter sur scène. Malakoff Médéric lance Entreprise Territoire de Santé. Une nouvelle démarche responsable qui contribue à la performance des entreprises et au bien-être des salariés. Chez Malakoff Médéric, nous pensons que la protection sociale ne doit pas être vécue comme une contrainte réglementaire, mais comme un levier de performance. Pour répondre aux défis des entreprises, Malakoff Médéric développe 4 programmes. Maîtriser le coût du contrat sans sacrifier la qualité, réduire l'absentéisme, trouver des solutions pour les salariés en cas de difficulté, faciliter l'application des obligations réglementaires. Cette démarche devient un vecteur de performance. Chaque programme est un bouquet de services intégrés aux garanties d'assurance totalement personnalisées par branche ou par entreprise. Par exemple, pour maîtriser le coût du contrat sans sacrifier la qualité, un baromètre santé et bien-être pour un état des lieux complet de la santé des salariés, des outils de prévention et de coaching santé, un accès à des réseaux de soins offrant des prestations de qualité à des tarifs négociés, des tableaux de bord santé pour réduire l'absentéisme et un accompagnement à la reprise du travail.
Avec Entreprise Territoire de Santé, Malakoff Médéric continue d'innover en bousculant le modèle traditionnel de l'assurance avec une démarche proactive d'anticipation et de prévention. Alors voilà ce trophée. Merci beaucoup. Merci au jury. Je suis ravie de représenter Malakoff Médéric ce soir pour recevoir ce prix. Effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Vous parliez tout à l'heure de sociétés qui ont la responsabilité sociale et sociétale chevillée au corps. Je pense que c'est notre cas. Et effectivement, on essaye de le faire vivre au travers de nos produits et des services qu'on peut apporter aux entreprises. Donc, alors, je crois qu'il y avait déjà, quelques questions. Je crois qu'on ne vous a pas présenté. Non. Voilà, donc, Karine Kezassi, vous êtes directrice marketing et promotion des services donc chez Malakoff Médéric. Donc, alors, le jury a été très enthousiasmé par cette initiative et a surtout salué la pérennité de l'initiative. Alors, il y a une question qu'on se posait, c'est comment les entreprises se sont appropriées les services de cette démarche territoire et santé. Alors c'est une bonne question. Effectivement, la démarche, elle a été lancée en 2015, donc c'est pas quelque chose qui est né hier, sur des thématiques de prévention dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui ont été, j'allais dire, traitées par Malakoff vraiment en anticipation. Et je dirais que la force, c'est justement l'accompagnement qu'on peut apporter aux entreprises. Donc je peux en parler, puisque dans mes équipes, j'ai une partie des gens qui, au quotidien, sont conseillers en prévention, consultants en prévention, et qui vont animer des programmes en entreprise. Donc effectivement, quand on parle d'absentéisme, c'est bien. Mais derrière, effectivement, quel plan d'action on met en œuvre. Et on n'est pas sur une action décousue, on est vraiment sur des actions au long cours. Donc ça permet deux choses. Déjà d'apporter une réponse pertinente à l'entreprise et aussi de recevoir des retours et de se dire nos services, pour qu'ils soient utilisés, il faut qu'ils soient pertinents et il faut améliorer finalement de manière continue le service. Et on voit qu'aujourd'hui, nos services sont assez plébiscités. Et donc pour nous, c'est vraiment un gage de succès et d'appropriation fort. Merci. Et sinon, moi, je voulais vous poser une question de marketeur, à marketeur. On a vu que cette démarche est très enrichie au fur et à mesure par les retours que vous avez des clients, qu'elle est segmentée, donc vraiment vous faites du marketing. Donc moi, je voudrais savoir en quoi cette démarche crée de la valeur pour votre marque et si elle a présenté un réel avantage concurrentiel, si vous l'avez mesuré et voilà, si vous... Alors oui, effectivement, une démarche très segmentée parce que la préoccupation du travailleur non salarié et de l'entreprise de plus de 1000 salariés ne sont pas les mêmes. Donc forcément, on a été très loin dans cette segmentation. Alors effectivement, on la mesure à la fois en termes de conquête, et on se rend compte que les entreprises ne sont pas forcément que sur des thématiques de prix, mais qu'elles sont intéressées aussi par les dispositifs qu'on peut proposer. Et ça, on le voit très fort, à la fois dans les conquêtes, mais aussi dans la fidélisation de nos clients. Et donc, on a effectivement capacité à le mesurer. Merci. Bravo pour ce grand prix. Et je vous invite à aller au photocall. Et Catherine va vous rejoindre dans un instant, puisqu'on a un deuxième prix à remettre. Mais en attendant, peut-être, si vous voulez bien vous diriger à cet endroit où les photos seront prises. Et je crois qu'il y a l'équipe aussi qui va vous rejoindre pour faire des photos. Alors, deuxième Grand Prix, pour l'instant il faut rester là, et après il y aura une photo aussi avec les premiers gagnants. Donc là, on va parler de la catégorie des produits pour les entreprises. Alors, dans cette catégorie sont nommées 3 entreprises. La première, c'est l'entreprise Pyrenex. Alors Pyrenex pour ses gammes de duvets et de plumes qui ont pris en compte les enjeux sociaux et environnementaux de sa production. La deuxième entreprise, c'est Werner Merz pour sa gamme de produits Green Care Professional, une gamme de nettoyage intégralement durable. Et enfin, Axéréal pour sa démarche Cultive Up, une offre de céréales issues de l'agriculture durable et proposée à l'industrie agroalimentaire. Alors, dans cette catégorie, le gagnant est... Werner Merz pour sa gamme Green Care Professional. Et un petit film avant que l'équipe ne nous rejoigne sur scène.
Bonsoir. Joséphine Copignot, vous êtes marketing manager chez Werner Hermers. Et voilà, donc Sandrine vous remet ce prix, Joséphine. Bravo pour votre démarche. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour ce prix. Alors moi j'ai quelques petites questions à vous poser à nouveau. Donc le jury là aussi a été assez unanime en soulignant l'engagement, vraiment l'engagement global de la marque, parce que vous êtes passé du contenu au contenant. Voilà, donc il y a toute cette démarche qui a été saluée par le jury. En B2C, on sait que cette marque rencontre son public, la marque Rainette. Vous nous connaissez sous la marque Rainette en B2C, mais c'est vrai que le B2B n'est jamais trop mis en avant. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous remercier d'avoir créé un prix B2B, ce qui est très rare, mais en B2B, on fait plein de choses également et on peut avoir exactement la même démarche. Mais voilà, donc c'était la question, c'était... Donc on connaît la façon dont est accueillie votre marque par les consommateurs et quel est l'accueil par les entreprises, donc justement en B2B. Au niveau professionnel, donc on s'adresse à tout l'univers du nettoyage professionnel, entreprises de propreté, nettoyage dans les écoles, la restauration collective, enfin c'est très très large. Alors c'est vrai que nous on travaille avec des distributeurs. Quand on a pris la décision d'y aller vraiment complètement de manière intégrale il y a même pas très longtemps, d'abord nos distributeurs étaient un peu déstabilisés. Pour eux, c'était un peu annexe. Et aujourd'hui, après très peu d'années, les clients sont là, la demande est là, et nos distributeurs aujourd'hui sont hyper heureux de nous avoir parce qu'on est également pour eux une valeur sûre et une valeur un peu du futur qu'ils aiment beaucoup mettre en avant, et ils sentent que le marché bouge vers ça. Donc ça nous a confortés dans la démarche. Et dans l'univers des détergents, qui est quand même un univers très compétitif, vu notre dimension un peu intermédiaire, aujourd'hui on est convaincu qu'on a fait le bon choix d'y être allé, et plus que jamais on est motivé à y rester et à aller de l'avant. Okay. Merci, bravo. Ouais. Et donc ma deuxième question, qui est aussi une question de marketeur sur votre fonction, on s'est vraiment posé la question de l'évolution du rôle du marketeur, puisque vous êtes marketing manager, compte tenu des enjeux d'engagement des démarches comme celle-ci. Donc on imagine que ça fait fortement évoluer le métier de marketeur, qui fait un pas vers la RSE fait un pas vers le marketing. Enfin, à la DTM, on voit ça. Hein. On a un club dédié au marketing responsable, un prix. Enfin, voilà. Donc, les marketeurs sont de plus en plus engagés. Et donc, comment ça a fait évoluer votre fonction, cette démarche ? Enfin, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans les détergents, grand public et B2B. Et j'avoue que longtemps, on focalisait seulement sur l'acte d'achat, sur l'utilisation par le consommateur, performance, prix, etc. Et on n'allait jamais plus loin. On s'arrêtait là et on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien. Et là, je trouve que c'est super passionnant d'élargir finalement la réflexion marketing à toute la vie du produit et aussi à sa fin de vie. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses à travailler. Ça peut être porteur de valeur, porteur de bénéfices, de préoccupations. Il y a vraiment tout un pan à exploiter et qui peut apporter beaucoup à la marque. Voilà, donc c'est passionnant, on se renouvelle. Comme vous disiez. Merci pour ce très beau témoignage. Et si vous voulez bien aller vers le photocall avec Catherine, du coup. Et je vais appeler Hilaria Casillo pour me rejoindre. Je vais la présenter dans un instant, mais je voulais quand même vous dire, parce que avant qu'ils ne disparaissent, ils sont à côté de moi. Vous allez découvrir leurs couleurs au fur et à mesure. Ces grands prix ont été conçus par une styliste qui est dans la salle, qui a aussi un espace ici à ProDurable. Elle est juste là. Et c'est Marcia de Carvalho qui a créé une association qui s'appelle Chaussettes Orphelines. Et Marcia de Carvalho fait une action absolument extraordinaire. Non seulement elle récupère des chaussettes orphelines pour en faire un fil qui renaît en vêtements, renaît en prix, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est bien un fil issu de chaussettes orphelines qui est tissé sur notre joli papillon. Et également, Marcia fait travailler dans le quartier de la Goutte d'Or des femmes pour leur donner envie de refaire des choses de leurs mains. Donc non seulement elle fait renaître
de la beauté. Je pense que ces collections, à partir de ces chaussettes perdues qu'on trouve, moi j'en ai beaucoup, je ne sais pas comment je fais, parce que j'aime beaucoup Marcia, donc je crois que j'aurai une très grosse production. Et voilà, Marcia nous a fait l'honneur de designer ces prix pour nous. Merci Marcia. Donc, pour présenter la catégorie services pour les consommateurs, je demande donc à Hilaria Casillo, qui est vice-présidente de la commission du débat public, de me rejoindre. Alors, Hilaria, je l'ai déjà dit, mais je suis une grande admiratrice de la commission du débat public qui, très tôt, pour débattre de sujets difficiles, de sujets sensibles, de sujets de responsabilité, a intégré le citoyen comme à part entière. Donc peut-être un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas bien votre institution. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc la CNDP, la Commission nationale du débat public, est une autorité administrative indépendante qui fait quoi? Qui a le rôle d'essayer de remettre un peu au centre le citoyen dans la décision publique. C'est-à-dire que nous avons la tâche de recueillir la parole citoyenne, la stimuler pour l'intégrer à la décision publique. Donc nous organisons des débats avec les citoyens pour qu'ils soient informés et pour qu'ils puissent participer aux décisions qui les concernent, voilà, qui les touchent et les concernent. Alors, Hilaria, on va remettre ce prix. Donc, pour ce prix service consommateur, on a donc 3 nommés. La Banque Postale pour son offre La Gamme Verte, permettant de trouver et de sensibiliser, et pas seulement de sensibiliser, mais aussi d'accompagner pour des solutions avec des solutions de financement dédiées sur des problématiques environnementales les citoyens. La CAMIF pour son initiative On donne tout, en fermant son site le jour du Black Friday. Et enfin, l'AJPI qui propose d'orienter son épargne vers des entreprises engagées avec des critères ESG, donc engagées réellement dans le développement durable. Alors. Et donc, le vainqueur de cette catégorie est la Banque Postale pour sa gamme verte. Je suis trop contente de me mettre à la map. Je vais enfin bien manger. Du vert, tu vois. Des choux de Bruxelles? Des choux, je le donne. Non? Vraiment? Sûr? C'est du vert. Je vais pas les manger, moi j'aime pas. Et vous faites quoi samedi? On va cueillir des fraises? C'est pas loin, c'est à 2 heures en vélo. Un microcrédit rénovation énergétique? Alors, si le taux est micro, ça peut m'intéresser. Oh non, mais les gars, qui a encore imprimé sans faire recto verso? Bravo, t'as pas rechargé la voiture? T'as oublié qu'elle était électrique ou quoi? Chérie, j'ai ramené le quinoa. Moi, j'ai choisi la banque qui propose des solutions concrètes pour respecter l'environnement. Tu savais qu'une couche de 4 mm de givre doublait ta consommation d'électricité, toi? Mais si, ça double. Comme disent les gens. Bonjour Mouna Aoun. Donc vous êtes directrice des clientèles mass market et spécifique de la Banque Postale. Tout à fait. Bravo. Alors Mouna, bravo. Merci. Félicitations, bravo. On est ravis de ce prix pour cette gamme qu'on a lancée en 2015 à l'occasion de la COP21. Et comme vous l'avez vu à la fin, c'est à la fois une offre de financement, mais également une offre d'assurance. Et on a aussi des solutions d'investissement, puisque en tant que banque et citoyenne, c'est un peu l'idée de cette gamme verte qui encourage nos clients à passer à l'acte de la transition énergétique par des achats qu'on finance et par des investissements.
Eh ben, très bien, vous avez anticipé même une question que j'avais parce que la vidéo elle est très bien faite, mais on avait envie de savoir concrètement en quoi ça consiste, et donc vous avez déjà un peu répondu, je pense, à cette question. Je crois savoir aussi que vous faites beaucoup de sensibilisation, parce que ça a été évoqué ce matin dans une conférence plénière, et qu'il y avait aussi ce travail bien sûr de financement, mais d'amener et de sensibiliser les clients de la Poste à se rendre compte qu'il y a des solutions et qu'ils peuvent passer à l'acte de cette transition énergétique individuelle. Tout à fait. C'est aussi le sens de cette web-série que vous avez vue, qui est notre web-série Comme le disent les gens, et qui est sur un ton un peu original, drôle, voire insolent, de pouvoir sensibiliser sur des problématiques du quotidien. Et c'est le sens de ce film qui est Comme le disent les écolos, et qui permet du coup d'attirer et de sensibiliser justement autour de ces problématiques de la transition énergétique qui nous concernent tous, et on n'a pas forcément connaissance des solutions qui existent, tant en matière de financement qu'en matière d'investissement. Mais justement, avec le jury, on était très, très remarqués par cette démarche. On se posait aussi la question de la pérennité, parce qu'elle est louable, mais quelle est un peu l'approche en termes de pérennité que vous comptez donner à la démarche ? Alors, l'offre a été lancée donc fin 2015 à l'occasion de la COP21. Ça s'inscrit dans une démarche globale du groupe La Poste, où chaque métier est concerné dans le cadre d'un programme prioritaire commun. Donc, c'est structurel. Tous les métiers du groupe La Poste sont engagés dans les efforts autour de la transition énergétique. Et donc, c'est un programme pérenne, une offre pérenne que vous trouvez dès la homepage de labanquepostale.fr. Et on va plus loin, puisqu'on a un autre prêt qui va enrichir la gamme pour les clientèles avec des budgets plus contraints. L'éco-PTZ Habiter Mieux, dans le cadre du programme Habiter Mieux de l'ANA, on va pouvoir proposer aussi pour des personnes qui ont des budgets extrêmement contraints une solution de financement pour financer les travaux de rénovation énergétique de leur logement. Et demain, on lance une plateforme digitale, toujours accessible sur le site de labanquepostale.fr, et qui va permettre aux particuliers de le guider, de l'accompagner dans le méandre des démarches à faire pour faire ces travaux de rénovation énergétique de son logement, parce qu'il existe un certain nombre d'aides, le crédit d'impôt transition énergétique, les aides de l'ANA, les C2E, les certificats d'économie d'énergie ou primes d'énergie. Et du coup, pour constituer son plan de financement, il faut qu'il sache à quelle aide il est éligible pour savoir ce qu'il va financer sur l'éco-PTZ, qui est un produit réglementé distribué par tous les établissements bancaires, et avec ce qui reste à financer avec les prêts verts de la Banque Postale, et avec un avantage tarifaire évidemment pour les encourager à cette transition. Une plateforme digitale avec toutes ces possibilités, jusqu'à lui trouver un artisan reconnu garant de l'environnement. Sur un seul et même site, ça n'existait pas jusqu'au fléchage du financement, et on le lance demain. Bravo, merci Mouna. Et on voit que l'action de la marque est vraiment importante pour passer à l'acte. Je vous propose d'aller vers le photo booth. Photocall. Oui, absolument, Hilaria. Si vous voulez bien aller avec Mouna pour faire la photo. Et moi, je vais enchaîner donc, pour remettre le grand prix donc, des produits vers les consommateurs, et appeler Frédéric Refalo, directrice générale adjointe commerce et planning chez M6 Publicité, à me rejoindre. Bonsoir à tous. Alors, Frédéric, vous êtes notre partenaire avec toute votre équipe et la chaîne derrière vous. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est vrai qu'on a des enjeux aujourd'hui par rapport à la responsabilité sociétale et environnementale qui sont au cœur des préoccupations et des réflexions à la fois de nos annonceurs, clients, et également de tous nos partenaires. Alors, juste, le groupe M6, en fait, aujourd'hui, on peut dire que c'est 33 millions de téléspectateurs, de Français touchés chaque jour. Ça veut dire qu'il y a un premier point qui est d'abord qu'on fait très attention à l'impact sociétal de nos programmes. Et ensuite, moi je rencontre tous les jours des marques qui sont dans des démarches comme celle-là et qui ont un savoir-faire là-dedans, mais se demandent toujours comment le faire savoir. Et nous, avec l'ensemble des actifs du groupe, parce qu'on touche énormément de cibles différentes,
on a la capacité de les accompagner et de les aider à trouver des solutions de communication. Après, à titre purement, on va dire, d'entreprise, on a des missions que l'on a fait depuis un certain nombre d'années maintenant, qui sont plus sur la RSE, avec 2 principales, qui sont liées notamment à la mission en handicap qu'on a lancée en 2007. Et l'idée était vraiment là de favoriser le recrutement et la réinsertion de personnes en situation de handicap, et de faire que finalement, même les personnes qui se retrouvent un jour confrontées à ça, restent dans les entreprises. Et puis également faire que nos salariés et nos collaborateurs luttent un peu contre les stéréotypes liés à ce problème-là. Et la deuxième, elle est née en 2010, c'est la Fondation M6, qui est venue d'une idée qu'il y avait un certain nombre de causes, et notamment une qu'il fallait qu'on ait à notre actif. Et on a choisi une qui n'était pas banale, finalement, qui était assez préoccupante à l'époque parce qu'elle était très peu soutenue. C'est la réinsertion des personnes une fois qu'elles sont passées dans un épisode carcéral. À partir de ce moment-là, on a mis en place un certain nombre de choses pour lutter contre l'illettrisme, notamment, et pour assurer la réinsertion de ces personnes une fois qu'elles avaient eu cet épisode dramatique dans leur vie. Écoutez, bravo, on voit que vous êtes un acteur engagé concrètement dans votre entreprise et engagé auprès de vos annonceurs. Juste une dernière question, est-ce que vous avez le sentiment, vous dites de plus en plus, c'est des campagnes qui parlent de l'engagement RSM, responsabilité sociétale de la marque, vous en voyez de plus en plus réellement ? On en voit arriver. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a pas mal de débats aujourd'hui sur l'obésité, des choses comme ça, et des marques qui ont envie de réaffirmer le fait qu'elles sont dans des filières durables, qu'elles sont avec des producteurs locaux, qu'elles ont énormément d'engagement à faire valoir pour le consommateur. Et c'est ce qui va jouer sur la préférence de marque, finalement. Mais c'est extrêmement intéressant parce que vous vous adressez aussi beaucoup aux millennials et on sait qu'ils sont très sensibles à ces sujets. J'ai pas voulu développer ici parce que je pourrais prendre 1 heure, mais c'est vrai qu'il y a énormément de cibles touchées, dont les millennials, qui sont pas faciles à engager, mais une fois qu'ils le sont, c'est gagné. Bien, écoutez, si vous le voulez bien, on va remettre ce prix. Donc, les nommés pour la catégorie produits consommateurs, donc le top 3. On a donc Mars Food pour Oncle Ben's, qui a co-créé et valorisé également une filière d'approvisionnement en riz basmati durable. On a également Heineken pour son opération Derrière ma bouteille, permettant de sensibiliser les consommateurs sur les efforts RSE réalisés par la marque. Et également Terena pour sa marque La Nouvelle Agriculture, avec un engagement des agriculteurs derrière cette marque. Alors, le vainqueur de cette catégorie est Terena, donc pour sa marque La Nouvelle Agriculture. C'est une histoire qui commence dans le Grand Ouest de la France. Une histoire d'hommes et de femmes, celle des 29 000 agriculteurs adhérents d'une coopérative, Terena. Ils partagent depuis toujours les valeurs de la coopération et l'amour de leur terre. Face aux grands défis de la planète et à leurs enjeux du quotidien, ils ont réfléchi et travaillé ensemble. Leurs objectifs ? Bien nourrir une population qui ne cesse de croître, mais aussi assurer leur juste rémunération. Préserver l'environnement et respecter le vivant, la terre, les animaux et les générations futures. Pour cela, ils ont décidé de faire progresser leur pratique et de l'expliquer et le valoriser auprès de leurs consommateurs. C'est ainsi qu'est née une grande idée et une marque, La Nouvelle Agriculture. Elle permet aux consommateurs de reconnaître les produits répondant à un cahier des charges certifié qui garantit des produits issus d'animaux élevés dans des conditions respectueuses, sans antibiotiques, nourris sans OGM, avec des graines de lin pour améliorer la qualité nutritionnelle. La Nouvelle Agriculture, c'est donc la marque d'agriculteurs qui développe de nouvelles pratiques agricoles, innovantes, plus naturelles et respectueuses du vivant. Bonsoir Pascal Vallée. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Bien. Vous êtes administrateur de la marque La Nouvelle Agriculture et du RSE chez Terena. J'avais une première question. Comment finalement la marque
la nouvelle agriculture chez Terrena, a-t-elle été accueillie par les agriculteurs? Nos adhérents, ils sont fiers. Fiers, c'est pour eux très important parce qu'en fait, on est à la recherche de reconnaissance sur le travail bien fait. C'est pour ça que depuis 2008, on a mis en place une démarche pour mettre plus d'environnement dans nos fermes, plus de bien-être animal au sein de nos troupeaux, repenser l'agronomie. On a essayé aussi de limiter l'usage d'intrants non renouvelables. On a essayé d'économiser l'énergie, d'économiser l'eau. Et puis aussi, on a essayé de remettre du goût et des qualités nutritionnelles dans nos produits. Parce qu'on n'a jamais oublié que nous, agriculteurs, notre première mission, c'est de nourrir les hommes. Et ça, on veut bien le faire. Puis la deuxième chose, la deuxième forme de fierté qu'on cherche aussi à avoir, c'est plutôt sonnant et trébuchant, c'est d'avoir une juste rémunération par rapport au prix qu'on fait et de se retrouver fier par rapport à nos produits qu'on peut mettre devant les consommateurs. Et du coup, comment ça a été accueilli également par les consommateurs? Quelle est la façon dont ils vous perçoivent? Le premier message souvent qui sort, c'est la sincérité, la vérité de notre message. On est loin d'être parfait, mais en fait, on est en marche, on essaie d'aller avec des plans de progrès, apporter des solutions à toutes les questions qu'on peut nous poser. Et il nous parle aussi de qualité, d'alimentation saine, le fourrage de nos fermes, c'est des choses qui leur parlent sur la qualité de ce qu'on peut apporter à nos animaux. Et ils sont aussi... ils ont compris l'engagement qu'on voulait aller, vers où on voulait aller, et ils adhèrent. Voilà. Merci. Merci Pascal et bravo. Voici votre prix. Patientez un peu du côté du photocall. Frédéric va vous rejoindre, mais je dois dire qu'on doit remettre un autre prix dans la catégorie des produits vers les consommateurs. Pourquoi? Parce que devant tous les dossiers que nous avons eus, il y avait des grandes entreprises et des plus petites entreprises. Donc les grandes entreprises comme Terrena, et puis des PME qui nous proposaient aussi des dossiers extrêmement intéressants. Donc le jury a décidé de créer un prix en plus. Donc les produits directement vers les consommateurs, catégorie PME. Alors, dans cette catégorie, nous avons 3 nommés. Les paysans de Rougeline, la marque Rougeline, cultiver des fruits et légumes dans des écoserres avec un objectif de 0 résidu de pesticides. BioViva, pour des jeux qui associent éducation et développement durable. Et Lobodis, une très belle entreprise également qui réalise des cafés équitables et bio et une marque engagée réellement dans toute sa filière d'approvisionnement. Donc le vainqueur pour cette catégorie produits vers les consommateurs est BioViva Édition. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes Jean-Thierry Vinstel et vous êtes fondateur de BioViva Édition. Tout à fait. Félicitations. Merci beaucoup. Alors j'avais une première question. Est-ce que votre modèle de production, qui a déjà été récompensé, je crois, est-ce qu'il a permis de créer une préférence de marque auprès de vos consommateurs? Alors aujourd'hui, oui. Il y a 22 ans, quand j'ai créé BioViva, absolument pas. En fait, ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est notre fabrication française engagée. Là, c'est vrai qu'il y a un énorme engouement pour ce sujet-là. La question de l'environnement est en train d'émerger, mais un petit peu moins. Ce qui nous démarque, c'est en fait notre cohérence.
Et si vous regardez BioViva depuis 22 ans, c'est vrai que c'est notre 12e trophée en 1 an et demi. Là. En fait, ça prend très fort. Parce qu'on se dit, voilà une petite entreprise qui n'a pas lâché l'affaire. Je crois que la pugnacité est un mot très important lorsqu'on veut faire de la RSE, et puis la cohérence en est un autre également. Et alors du coup, c'est quoi la suite pour BioViva ? Alors les sujets sont nombreux. Le premier sujet, c'est de réussir notre projet totalement improbable qui consiste à offrir 1 million de jeux aux enfants réfugiés à travers le monde. C'est un projet que j'ai initié en fin d'année dernière. Les 50 000 premiers jeux sont partis au Liban, en Syrie, en Turquie. Le premier parrain est le prix Nobel de la paix des enfants, qui est également syrien. Donc on a créé une fondation qui s'appelle BioViva for Life. Les dons sont déductibles des impôts si ça vous intéresse. Nous sommes à la recherche de donateurs, voilà pour le premier projet. Le deuxième, c'est la Chine. Notre premier container part cette semaine. Je crois pouvoir dire que BioViva est la toute première entreprise du jeu jouet française à fabriquer des jeux en France et à les vendre en Chine, puisque c'est quand même l'inverse qui est en train de se passer. Merci. Le troisième, c'est une web-série à partir de notre gamme à succès qui s'appelle Les Défis Nature. Et puis le quatrième, ce serait de boucler la boucle. Alors ce projet-là, il sera beaucoup plus long, il est très ambitieux. Boucler la boucle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous achetez un jeu BioViva, vous êtes certain qu'il y aura plus d'arbres qui sont plantés que de feuilles nécessaires à la fabrication de ces jeux-là. Ça veut dire qu'évidemment, on compense carbone chez BioViva. On a fait notre premier bilan carbone en 2008, avec les premiers tableurs Excel d'éco-bilan à l'époque. Et ça veut dire qu'en plus, nous allons financer la protection des espèces en voie de disparition qui figurent dans chacun de nos jeux. Et donc, lorsqu'on achète un jeu BioViva, c'est ce que j'appelle moi une entreprise intégrale. À tous les niveaux de la chaîne de la valeur, on crée de la richesse globale et on va, à notre petit niveau, commencer à résoudre la problématique de cette croissance infinie dans ce monde fini. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour tout ce travail inspirant et une entreprise à super mission. N'oubliez pas votre prix. Merci. Et Frédéric, si vous voulez bien aller pour les photos, à la fois avec Terena, l'équipe Terena. Alors, petite pause dans notre remise de prix. Il nous en reste 3 à remettre, mais je vais appeler Yves Puget pour notre partie débat. Sur le thème l'ARSM, Nouvel Horizon du DD, et également inviter à nous rejoindre Camille Cornudet, Jacques Fradin et Xavier Terlet pour débattre. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être ici, donc Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA. J'ai envie de dire, si tout le monde est ici ce soir, on est tous convaincus de la RSM, donc on ne va pas discuter de l'intérêt de la RSM. Mais j'ai noté une expression que j'ai bien aimée tout à l'heure. C'est dit pudiquement la préférence de marque. Donc moi, je suis journaliste, je mets les pieds dans le plat. J'ai envie de commencer cette petite table ronde directement. On n'a qu'un quart d'heure, 20 minutes. J'ai tout simplement envie de vous demander, la RSM, est-ce que c'est bon pour le business? Est-ce que c'est bon pour le développement des marques? Rentrons directement dans le vif du sujet. Lequel a envie de répondre tout de suite à cette question? Xavier. Oui, oui, c'est bon pour le développement des marques, assurément, si on le fait bien. Et si on n'est pas opportuniste, oui, je pense que ça peut être durablement bon pour le business. C'est ce que vous enseignez? Oui, c'est ce que j'enseigne effectivement. Aujourd'hui, j'enseigne à nos futurs marketeurs effectivement d'intégrer une partie de responsabilité sociale dans les marques, et on est convaincu qu'effectivement aujourd'hui la marque, c'est finalement un contrat tacite entre le consommateur et l'entreprise. C'est ce qui représente l'entreprise. Et quand une marque, elle le fait bien, qu'elle le fait de manière sincère, qu'elle le fait de manière stratégique, jusqu'au bout, jusqu'à son identité, en portant des valeurs, eh bien, c'est bénéfique pour le business. Alors Jacques Fradin, lorsqu'on est docteur en médecine comportementale, est-ce qu'on partage cet avis? Oui, je pense fondamentalement, comme disait Einstein, qu'un problème insoluble est un problème mal posé. Je prends souvent l'exemple de la biodiversité. Le monde biologique est un monde indéfini, si je peux dire, à croissance indéfinie, dans un espace fini. Autrement dit, il est en économie circulaire.
Donc être intelligent pour concevoir les marques et les produits, c'est la meilleure façon de sortir du problème insoluble, d'une croissance peut-être pas infinie, mais en tous les cas qui a besoin de répondre aux besoins des gens. Et d'un monde fini, il est fini si on le consomme comme les bactéries disent Laborie dans une boîte de pétri, on mange, on pollue et puis on disparaît. Par contre, la biologie a inventé bien mieux depuis longtemps. Je pense que la RSM peut inventer la même chose dans le domaine du business. Donc évidemment que les gens auront toujours du temps, de l'énergie, de l'argent à dépenser, ils le dépenseront. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est qu'acheter pour consommer, pour survivre, c'est bien. Acheter pour être plus épanoui et plus heureux, c'est encore mieux. Et on sait parfaitement qu'on a besoin de sens pour ça. On a besoin de cohérence. Et que quand on devient individualiste et court-termiste, c'est parce qu'on est un peu désespéré, qu'on ne croit plus à rien. Mais ça, c'est quand même pas l'état normal. Donc j'espère que de temps en temps, on sort de la dépression. On le voit à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, on peut l'espérer. Sandrine, vous partagez cet optimisme? Oui, et je dirais peut-être sur le territoire de Jacques que ça cultive le sentiment d'auto-efficacité. C'est-à-dire que quand on achète un produit qui est engagé dans la durabilité, enfin qui contribue à une société meilleure, eh bien on se sent soi-même meilleur et on se valorise en fait. Et à la fois pour nous-mêmes et puis aussi auprès de notre collectif, de notre écosystème, les gens qui nous entourent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, le regard aussi, bien sûr, de ma communauté et ce sentiment d'efficacité connu en psychologie, vous en allez en parler bien mieux que moi, mais il me semble capital justement dans la préférence de marque. Allez-y. Je crois que c'est essentiel. Il y a des multiples études sur le sujet, mais une étude qui me revient à des enfants, une étude anglaise, montrant que si ils gagnent quelque chose dans un jeu et qu'on leur donne le choix entre garder le gain ou le donner, et qu'on étudie ensuite leur niveau de satisfaction 8 jours plus tard, je crois. Les premiers ont oublié le gain, pas les deuxièmes. Donc je dirais, quand on fait un acte d'achat où on a conscience qu'à la fois on satisfait un besoin et la cerise sur le gâteau, en plus on contribue à quelque chose qui a du sens, je pense que ça, déjà, c'est un facteur d'épanouissement. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. On va fêter les 60 ans de LSA, donc je me suis un petit peu plongé dans l'histoire de LSA et je lisais un numéro de 93 pour les 45 ans de LSA. Il y avait une interview de 2 pages d'un directeur commercial de Levert qui disait que les négociations commerciales, ça ne peut plus continuer comme ça. Je pourrais replacer la même interview aujourd'hui, ça ne changera pas. Il y avait quelqu'un qui expliquait que les hypermarchés allaient disparaître parce qu'une boîte comme CompuCard, qu'on a complètement oublié, commençait à connecter les clients avec des micro-ordinateurs, du fax et le téléphone, et donc on ne se déplacerait plus. On voit que les débats n'ont guère changé. Et puis surtout, il y avait une consultante qui expliquait que c'était effectivement un changement d'époque, que les consommateurs voulaient de la proximité, du terroir, de la santé, et que ça allait enfin changer. Est-ce que vous trouvez que ça va suffisamment vite? Cet article date de 93. Alors oui, ils veulent sans doute toujours de la santé, mais ce qui a changé, je pense, c'est quand même la prise de conscience de l'acte de consommation encore plus fortement. Les médias nous le rappellent, la communauté, la prise de pouvoir aussi des consommateurs sur les réseaux sociaux qui s'expriment, qui échangent, la volonté de retrouver derrière les marques aussi un peu plus le produit pour satisfaire, oui, un besoin de consommation, mais aussi une envie un peu plus large et dans cette prise de conscience globale de la finitude aussi éventuelle de notre système de consommation en tout cas et de notre planète. Enfin, oui, je pense que les thèmes sont peut-être un peu les mêmes, c'est toujours ceux qui intéressent le consommateur, mais je pense que le changement, c'est l'accélération quand même aujourd'hui. Camille, je pense qu'il a fortement changé entre 93 et aujourd'hui sont les étudiants. Et je pense que ça, dans la pensée des étudiants, ça a fortement évolué quand même. Alors tout à fait, aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui ont sans doute beaucoup plus d'implication, sont beaucoup plus chercheurs de sens, aussi bien dans leur consommation que dans leur métier et la façon dont ils envisagent leur métier. Ça a énormément évolué. Aujourd'hui, leurs attentes reposent sur effectivement donner du sens,
être dans la collectivité, avoir du bien-être, et ça, c'est quelque chose. Après, sur ce paradoxe de la consommation, il y a toujours eu un paradoxe entre l'attitude et le comportement, et les marques, elles sont aussi là pour arriver à résoudre cette contradiction des préoccupations environnementales, sociales, et puis le fait de passer à l'acte. Aujourd'hui, ce qui est fort, c'est qu'effectivement, peut-être il y a 20 ans, on parlait déjà de ça, mais aujourd'hui, il y a un passage à l'acte qui se fait de plus en plus et que les marques accompagnent. Alors Xavier, tu as bien compris que c'était un peu de la provocation de ma part, l'histoire de 93, parce que je pense que dans la base de données de XTC, les produits qui répondent à ces critères ont très fortement évolué ces dernières années. Oui, c'est vrai. Et à l'époque, quand on parlait par exemple d'éthique, on me disait non, ethnique, tu t'es trompé. Je dis non, c'est bien d'éthique dont on parle. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas d'actualité. Mais on a eu, faut bien comprendre, je crois que la RSE, le marketing de l'éthique ou de la citoyenneté, appelons-le comme ça, est un élément supplémentaire dans les valeurs d'un produit. On parlait de santé, on a eu le marketing de la santé dans les années 2000. Souvenez-vous, l'ère des alicaments, l'alimentation santé, etc. Aujourd'hui, on en est un petit peu revenu. Il ne faudrait pas que l'éthique ou la citoyenneté ou la RSE ou la RSM soit le marketing de la santé des années 2000. Je pense qu'il faut faire attention à ça, ne pas avoir ces abus qu'on a pu avoir à ce niveau-là. Le consommateur, moi je parlais pour ce qui me concerne, c'est-à-dire plutôt l'alimentation, quand il achète un produit, avant tout, il achète un produit évidemment pour un besoin vital, c'est se nourrir, mais surtout pour se faire plaisir. Et le plaisir, il ne peut pas être obéré, il ne peut pas être gêné par une problématique de santé, par exemple, ou alors une problématique d'éthique. Si je bois un très bon café des hauts plateaux d'Éthiopie, etc., il est très bon le café, mais si j'apprends que l'industriel qui le produit exploite les petits producteurs, ou pire fait travailler les enfants, le café devient un petit peu amer. Donc j'ai besoin aussi de cette garantie-là pour apprécier le produit. Et ça, c'est une dimension globale qu'il faut avoir dans l'aliment. Mais je continue à être l'empêcheur de tourner en rond. Je veux bien croire ce que tu dis et j'y crois, mais il suffit de faire 70% sur une barre à tartiner et ça se précipite en magasin. Absolument. Jamais d'huile de palme, sauf dans la célèbre pâte à tartiner que j'adore. Vous voulez réagir? Oui, allez-y. Oui. J'ai là aussi tendance à penser que, un peu comme la démocratie, vient un certain moment de la maturité de chacun. Donc il faut s'intéresser à l'éducation, il faut s'intéresser à la façon d'échanger, d'informer et autres, et que peut-être il y a des démarches dont on sent qu'elles sont prémonitoires, mais peut-être qu'elles sont prématurées par rapport à la demande. Premier point. Deuxième élément, c'est peut-être que la responsabilité sociétale des marques peut effectivement contribuer à résoudre cette opposition entre consommer, me faire plaisir, et de l'autre côté, servir l'intérêt général. Et transformer le « ou » en « et », ça me paraît être une des réponses que les entreprises peuvent contribuer à apporter. Et là, je pense qu'il y a un champ considérable à développer. Sandrine, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on en a parlé pendant le jury. La RSM, c'est destiné à qui? Aux multinationales ou également aux PME ou finalement à tout le monde? Est-ce qu'il y a une question de taille d'entreprise? Moi, je crois qu'il n'y a absolument pas une question de taille d'entreprise, il y a vraiment une question de volonté, en réalité, du chef d'entreprise, de ses équipes dirigeantes. D'une part, de prendre conscience à nouveau du poids que ça va avoir dans les choix de consommation. Alors évidemment, faire bouger des grandes machines, et c'est pour ça qu'on voulait avoir cette catégorie PME et la catégorie plus grandes entreprises. Eh bien, quand on n'est pas né avec, dans son cœur de positionnement, un positionnement RSM, faire bouger les choses, faire bouger les lignes, c'est sans doute encore plus difficile. Et en même temps, on a des équipes, des moyens dans des grandes entreprises qui sont éventuellement moins disponibles dans les plus petites. Donc, c'est vraiment une affaire d'hommes et de femmes et une affaire de conscience et de point de vue sur ce que va être le marché et ce qu'est le marché d'ailleurs, parce qu'en réalité, je ne parle pas tellement futur, je pense que vraiment de ce qu'est le marché aujourd'hui et les attentes des consommateurs. Vous vouliez compléter, oui? Oui, je dirais que chacune a ses avantages compétitifs. Les PME sont plus crédibles, le consommateur les voit plus sincères, mais effectivement, elles ont parfois plus de difficultés à financer tous leurs investissements dans la responsabilité, dans la transition, etc. Les multinationales ont sans doute plus de ressources managériales, humaines, financières, mais elles ont un déficit de crédibilité auprès des consommateurs qu'elles doivent absolument résoudre en allant vers plus de sincérité, plus de transparence. Et donc chacune a son avantage qui les conduit quelque part au même endroit.
Xavier ? Je dirais aussi que c'est un formidable levier pour les PME, dans la mesure où, je vais prendre par exemple pour l'alimentaire, encore une fois, l'exemple du bio. Le bio aujourd'hui, c'est, j'ai lu dans LSA, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc c'est dans LSA, ça doit être vrai. C'est un développement très très important. Aujourd'hui, les grandes marques qui viennent, parce que c'est né des PME, c'est né de petites entreprises, toutes les grandes marques qui viennent. Danone va signer ses premiers produits bio ce mois-ci. Et aujourd'hui, mais c'est plus difficile pour ces grandes marques de jouer avec des volumes plus petits, par exemple, et les PME peuvent être redoutablement efficaces à ce niveau-là, en jouant autre chose. Par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui certains appellent ça le bio cohérent, moi j'appelle ça plutôt le bio plus harmonieux, qui se conjugue avec du bien-être animal, qui se conjugue avec du juste prix, qui se conjugue avec la proximité, etc., ce que ne peuvent pas faire forcément les grandes marques à gros volume. En GMS, le bio a progressé de 18%, d'accord, mais l'offre a augmenté de 20%. Donc c'est vraiment un travail de l'offre sur les produits qu'il faut faire. Le 18% n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas eu autant d'innovation et de nouveautés dans les rayons. Dernière question plutôt, finalement j'ai envie de savoir, est-ce qu'on a du retard ou pas en France ? Est-ce que tous ces sujets avancent dans tous les pays, on va dire, développés, ou y a-t-il des pays qui ont de l'avance et d'autres du retard ? Alors moi, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis à un salon un peu l'équivalent enfin, pas tout à fait pareil, mais un peu dans l'esprit de Pro Durable. Et en fait, j'ai été extrêmement impressionnée de voir comment les marques qui étaient présentes là-bas considèrent d'une part qu'en France on est très en avance, mais en même temps j'étais impressionnée par ce qu'elles ont présenté. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que tout d'un coup, et certaines se sont prononcées quand le président actuel Trump a dit qu'il voulait sortir de l'accord de Paris en disant nous on va continuer parce qu'il y a vraiment cette prise de conscience. Et je prenais tout à l'heure l'exemple de Barbie, Barbie en train de bouger très très vite parce qu'ils ont compris que s'ils ne bougeaient pas, ils allaient perdre leurs consommateurs aussi aux États-Unis, aussi en Amérique du Nord. Alors on a du retard ou pas en France ? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend sur quel pilier du développement durable. J'ai envie de dire que sur l'environnement, on est plutôt effectivement regardé comme des précurseurs. En tout cas, on a engagé beaucoup de projets et les marques ont engagé beaucoup de choses. Sur les dimensions sociales et sociétales, je pense qu'effectivement, alors c'est historique et c'est aussi la culture américaine, mais effectivement, je pense que les entreprises peuvent aussi se développer encore plus sur ces deux piliers. Alors, on va dire, on ne peut pas se développer sur tout à la fois, mais effectivement, il y a une idée d'amélioration continue. Et effectivement, sur ces deux piliers-là, la France, je ne dirais pas qu'elle est en retard, mais en tout cas, elle n'est pas précurseur comme en environnement. Jacques Fradin. Je pense que la maturité culturelle et collective est un facteur très important pour toutes les dimensions qui sont appuyées sur la maturité du consommateur et pas seulement du producteur, mais les deux sans aucun doute. Je vais donner un petit exemple qui concerne la France, mais peut-être le monde entier, et ce décalage cognitif-comportement. Beaucoup de gens disent qu'ils sont sensibles, une écrasante majorité dans le monde, et dans les actes, on ne le voit pas. Eh bien, la réponse est en partie dans le fait qu'il y a ce qu'on appelle les éco-restreints, par exemple, dans les études d'ethicity, ceux qui ne peuvent pas. Et donc, mettre à leur portée un certain nombre de choses est une première réponse. La deuxième est portée peut-être à travers ce qu'on appelle les nudges, que vous connaissez, je suppose. Donc, ce que moi j'appelle l'ergonomie cognitive pour une large partie. C'est-à-dire rendre les choses accessibles. Le changement est déjà une difficulté. Si en plus, ce n'est pas conçu pour être facile. Autrement dit, parfois, on fait beaucoup d'efforts sur le produit, le service, on pense bien tout ça. Et on s'aperçoit parfois que les sites, par exemple, Internet, de vente de services verts, etc., quand on essaie de s'insérer, ils ne marchent pas. Enfin, c'est hallucinant. On se dit, mais que se passe-t-il ? Comment se fait-il que ce soit à ce point compliqué de faire une chose qui, déjà, en soi, coûte une énergie ? Donc, ça peut expliquer une partie de ce décalage. Et moi, personnellement, je me rends compte qu'à l'opposé de cette difficulté, quand on entraîne le principe du pied dans la porte, qui était bien connu du marketing, quand on entraîne le processus de passage à l'acte, on s'aperçoit qu'il y a un très fort taux d'adhésion. Donc, personnellement, je pense que le changement est en cours. Il faut le rendre plus facile, il faut le rendre plus désirable, parce que durable, ça ne suffit pas. Et puis équitable, comme on l'a vu, je pense que mettre en valeur la dimension éthique est un facteur d'entraînement extrêmement fort. Donc là, vous avez donné un conseil. Si on termine cette table ronde, qui veut donner des conseils ? Un conseil à toutes les entreprises qui sont en face de vous pour vraiment se lancer durablement dans la RSM. Alors un conseil, c'est
déjà d'entraîner toutes leurs équipes pour s'apercevoir que c'est la technique du pied dans la porte. Elles font déjà des choses et aller révéler, aller puiser dans la RSE ce que la marque peut revendiquer et ensuite avoir de l'ambition, de la vision et avec eux se projeter et de définir des ambitions, peut-être même à moyen terme, mais vraiment de se lancer dans des vrais programmes de changement et sans doute de les révéler au fur et à mesure avec sincérité, sans survendre ce que l'on fait. Donc voilà, aller dans le mouvement. Camille. Alors moi, si j'ai un conseil pour les marques notamment, c'est d'arriver à bien définir à quoi elles servent. Parce que je pense que le consommateur, il a besoin de sens, comme nos étudiants, comme nos citoyens, comme les citoyens. Et les marques, elles doivent définir leur place dans la société et leur utilité sociale. C'est-à-dire que demain, effectivement, ne resteront que les marques qui ont un sens et qui ont une utilité. Les autres disparaîtront, comme c'est la vie des marques, parce qu'aujourd'hui, le consommateur est à la recherche de produits qui lui sont utiles pour lui, mais aussi pour les autres. Xavier ? C'est un conseil à donner, je dirais ne pas être opportuniste et utiliser la RSE comme un outil marketing ponctuel. Ça a été dit tout à l'heure, mais le résultat d'une vraie stratégie d'entreprise. La RSE est un argument en marketing. Je pense que l'engagement des personnes dans l'entreprise, à travers deux leviers, le sens comme on l'a vu, mais aussi le management des passions, savoir utiliser là où les gens sont plus qu'engagés, c'est-à-dire ils ont véritablement une dimension personnelle qui s'exprime. Je pense que ça, c'est un argument considérable de l'image de l'entreprise et que c'est tous ces facteurs intégrés qui sont convaincants, bien plus qu'une publicité belle, mais dont beaucoup pensent qu'elle est décalée. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'authenticité, la profondeur donnent effectivement des atouts considérables. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces explications. Et Sandrine, je vous rends le micro. On va découvrir d'autres entreprises qui ont des marques qui donnent du sens. Yves, merci beaucoup. Merci à tous de votre participation au jury et merci d'avoir animé ce débat. Et en fait, je vais donner la parole à Cécile. Merci pour ces belles réflexions. Et nous avons 3 prix encore à remettre pour célébrer les changemakers, puisque finalement c'est de ça dont il s'agit. Il fallait évidemment qu'on s'intéresse aux startups, parce que l'innovation, elle s'incarne souvent, pas toujours, mais souvent dans les jeunes pousses et dans les startups. Et donc, nous allons remettre le prix de la start-up, le prix de la responsabilité sociétale de la marque pour les start-up. Dans cette catégorie, nous avons 3 nominés. Il s'agit d'Ecosphère, qui propose aux entreprises des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire, qui est un enjeu effectivement extrêmement important et qui mobilise beaucoup de monde. Il s'agit de New Sea, qui est une entreprise qui propose de remplacer des gobelets jetables par des gobelets réutilisables, et de Gift for Change, qui s'engage pour des grandes causes par le biais d'objets promotionnels fabriqués en France. Alors maintenant, je vous invite à découvrir qui a gagné le prix de la start-up, le prix de la RSM dans la catégorie start-up. Le gagnant est Ecosphère. Comme tous les lundis, les associations Emmaüs et SOS Enfants viennent récupérer les invendus de l'hypermarché Auchan. Ces partenariats ont vu le jour il y a 24 mois grâce à Ecosphère. Notre métier, c'est améliorer les process, créer un état d'esprit anti-gaspillage. Ça passe par des sessions de formation, ça passe par de la réorganisation des zones de tri, de la formation sur les règles sanitaires et d'hygiène qui sont fondamentales pour démultiplier le nombre de transactions, les échanges entre tous les acteurs, côté émetteur de surplus et côté récepteur de surplus. Ce travail en étroite collaboration avec les équipes de l'hypermarché est la condition primordiale afin d'optimiser les dons. Là, on a un planning avec les différents produits qui sont indiqués ici et les besoins, les assos. Il y en a 2 par jour et sur chaque asso, on a les produits dont elles ont vraiment besoin. Donc là, c'est optimisé aussi bien pour les assos que pour les magasins. Côté hypermarché, l'accompagnement à la mise en place des process a été un facteur clé dans le choix de cette collaboration. L'organisation qui est derrière les associations prend énormément de temps à mettre en place. Il faut discuter avec les collaborateurs, il faut discuter avec les associations, il faut mettre en place des process qui soient le plus précis possible. Ecosphère vient apporter son expertise.
Bravo Xavier Corval, bravo Ecosphère. Vous êtes heureux de recevoir Cécile. ce prix. Merci Cécile pour votre persévérance au service du développement durable et puis au jury pour avoir décerné ce prix à un modèle cohérent et complet de réduction du gaspillage alimentaire et non alimentaire au service de la RSE mais aussi de la RSO. Ça concerne les organisations et les institutions publiques, de la RSM et de la RST, ça concerne les territoires. Alors, vous vous êtes attaqué au gaspillage alimentaire. C'est vrai que c'était quelque chose qui mobilise, je crois, chacun, à titre individuel, à titre collectif. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous avez l'ambition d'aller au-delà de l'alimentaire. Alors effectivement, la vidéo qui a été tournée, elle a été tournée par les services du cabinet de Carole Delga, qui à l'époque était ministre de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on est sur des dispositifs beaucoup plus complexes. Une gare, par exemple, comme la gare de l'Est, c'est 2 tonnes de déchets produits par jour, par nous, les usagers qui y passons. Carton, bouteilles en plastique, par les commerces alimentaires, par les commerces non alimentaires, par les activités des personnels de la SNCF. Et donc sur un territoire aussi complexe, avec une centaine de parties prenantes, on applique une méthodologie qui est différente pour diagnostiquer les volumes de produits et de déchets que nous on va appeler par la suite des futurs ex-déchets, qui sont jetés à la poubelle, pour faire des préconisations sur l'organisation, la gestion des flux de ces déchets sur le territoire de la gare. Ensuite, former les personnels et puis, in fine, dessiner une stratégie de répartition des charges et des gains liés à l'application des nouveaux process qu'on va valider avec la direction pour réduire les volumes de déchets produits par la gare et améliorer les conditions de revalorisation de tous ces déchets vers les filières d'économie circulaire, de réemploi, de recyclage et aussi parfois, effectivement, aujourd'hui, toujours de dons aux acteurs de la solidarité. Merci. Enfin, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner pour nous expliquer comment vous travaillez avec l'ensemble de vos parties prenantes, parce qu'il se trouve qu'il y a tout un écosystème autour de vous, et que ça, c'est intéressant aussi de creuser cette question. Il y a 2-3 leviers qui sont extrêmement importants. Au début, Ecosphère, c'était mettre le numérique au service de la réduction du gaspillage. Aujourd'hui, on a des applications numériques qui, par exemple, dans la main des traiteurs de France, des maîtres d'hôtel, leur permettent de se connecter à notre outil et de signaler les surplus non consommés en fin de réception afin d'éviter de les gaspiller. Mais c'est aussi la visibilisation du gaspillage. Il y a 6 ans, 7 ans, parler de gaspillage, c'était encore compliqué, mais aujourd'hui, la visibilisation du gaspillage, pour nos clients de la grande distribution en particulier, c'est une condition sine qua non de l'amélioration de l'offre et de l'approvisionnement. Donc aller le plus en amont possible de la réduction des facteurs de gaspillage. Et puis il y a un autre élément qui est très important, c'est la formation des collaborateurs. On a créé en 2014 la première formation RSE appliquée à la réduction du gaspillage pour les collaborateurs, financée par les OPCA. Et donc ça permet à nos clients de la grande distribution de délivrer un marqueur très fort en termes de RSE et de RSM à leurs collaborateurs, à l'externe. Et donc on va former les collaborateurs. Leader Price, par exemple, nous a confié la moitié de son parc de magasins sur toute la France. Et on a formé entre septembre et décembre 2017 environ 400 collaborateurs aux enjeux sociaux, environnementaux, éthiques, de la réduction du gaspillage et de l'économie circulaire et à l'application de nouveaux process. C'est très clair. Merci à vous et bravo surtout parce que votre initiative est tout à fait remarquable. Bravo. Merci. Xavier. Table ronde demain à 12h30 sur les stratégies anti-gaspillage alimentaire, ici dans le Salon Produits Durables. Et puis, on a créé des nouveaux métiers, Ecosphère, depuis 5 ans ou 6 ans, et on recrute. Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui sont intéressées par ces nouveaux métiers, performants et qui ont du sens, venez nous voir. Bravo. Merci. Je vous invite à passer devant le photocall pour la photo. Alors, notre coup de cœur, parce qu'il fallait bien le dire, nous avons eu un coup de cœur. Le jury a été unanime et le coup de cœur du jury a été décerné à... C'est pas ça ? Ah. À Camif pour son opération On donne tout. Alors je crois que Cécile, c'est Jacques, c'est pour ça qu'il y a eu un petit temps, c'est Jacques Desproges qui... Excusez-moi, pardon, je suis désolée. En plus, je suis désolée Jacques. Jacques Desproges, merci de nous rejoindre pour remettre le prix du coup de cœur du jury. 1000 pardons. Vous êtes Jacques Desproges, vous êtes président d'Emmaüs Défi. Vous vous êtes énormément investi dans ce prix, dans la sélection, lors de la réunion du jury.
Vous aviez étudié chaque fiche une par une. Et vraiment, je crois que c'est vrai que vous nous avez épatés par votre investissement et le travail que vous nous avez apporté et le concours que vous avez apporté. Alors, merci de votre présence au jury. Pouvez-vous nous dire un petit mot et pourquoi vous avez accepté surtout de nous rejoindre? Donc tout le monde aura compris qu'il y a eu un petit loupé. Oui, donc avant de découvrir ce magnifique coup de cœur, donc je devais me présenter. Je suis président d'une association qui s'appelle Emmaüs Défi. Donc on a un business model un peu spécial, c'est-à-dire qu'on on essaye d'apporter des solutions à des personnes en situation de très grande exclusion, c'est-à-dire qui sont non seulement chômeurs, mais sans domicile, et généralement, évidemment, ça s'accompagne de problèmes de santé. Donc on essaie de trouver une solution et de leur redonner de la dignité. Donc voilà, c'est notre job. Pour faire court et expliquer en quoi il peut y avoir une relation entre cette activité et l'entreprise, parce qu'on parle ici quand même d'entreprise, on parle de marque, c'est que nous avons des partenariats très forts et auxquels nous sommes très attachés avec nombre d'entreprises. On essaye d'être justement un vecteur, un outil pour qu'ils réalisent une partie de leurs objectifs de responsabilité sociale et sociétale. Et on essaye d'établir, je pense qu'on réussit de temps en temps, établir des passerelles entre les personnes qui sont dans ces entreprises et nos propres personnels et collaborateurs et salariés en insertion, etc. Et on est très heureux dans ces relations avec les entreprises, dans la mesure où on sent, à travers l'occasion de ces passerelles que l'on crée, une petite vibration qui, je pense, s'appelle la fraternité. Merci. Oui. Alors, il n'y a plus beaucoup de suspense. Alors oui, excusez-moi, je suis désolée, je suis allée un petit peu trop vite. J'accueille Emery Jacquilla, qui est président de Camif et qui a été donc récompensé par le jury pour un vrai coup de cœur sur son opération On donne tout. Alors, la petite vidéo dit beaucoup de choses déjà. Vous avez donc décidé, le jour du Black Friday, le jour de la super consommation, le jour où tous les sites et tous les magasins font des grosses opérations pour vendre le plus possible, vous avez décidé de fermer votre site en ligne. Racontez-nous un peu votre histoire, l'histoire de cette initiative et puis l'histoire de Camif. L'histoire est très en cohérence avec la mission de la Camif, qui est de défendre un nouveau modèle de consommation plus responsable. On s'est engagé depuis 2009, depuis la relance de la Camif, sur la fabrication française, sur la qualité des produits, sur des produits plus durables. Et il nous semblait complètement incohérent de participer à cette journée du Black Friday. Alors en mai, on a eu l'idée, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose cette année. Et en septembre, on a décidé de toute l'opération, c'est-à-dire fermer complètement le site le jour du Black Friday, sans doute le plus gros jour de l'année pour les e-commerçants et pour le commerce en France. C'était une décision audacieuse. Et une semaine avant, j'ai eu quelques sueurs froides parce que pour que ça marche, il fallait qu'on en parle. Parce que ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a des alternatives à cette surconsommation qu'on essaie de nous imposer. Et on a souhaité ce jour-là montrer ces alternatives. Alors, on a été chez Emmaüs Défi, on a été à Angers réparer l'électroménager avec nos collaborateurs qui du coup n'avaient rien à faire. Donc ils ont passé une journée de leur temps à donner de leur temps à des associations. On a
été également montré comment on pouvait réduire, recycler ces déchets. Mais une semaine avant, quand on a parlé de l'opération aux médias, c'était le grand blanc. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça. Et ça n'est que 3 jours avant le Black Friday que, inondés dans leur boîte mail par des opérations Black Friday de partout, que les journalistes se sont dit, en fait, ouais, c'est vrai, il faut qu'on parle d'alternatives et il faut qu'on parle de l'initiative de la CAMIF, qui a rejoint celle d'autres acteurs comme Envie aussi, qui se sont engagés dans le Green Friday l'année dernière. Et donc j'ai fait ce jour-là mon baptême du Jean-Jacques Bourdin, parce que j'étais invité chez Jean-Jacques Bourdin le vendredi matin pour expliquer notre démarche. J'avoue j'avais un peu peur parce que j'étais jamais passé devant Jean-Jacques Bourdin. Et il est un peu sceptique au début. Et puis arrive mon salut, la première coupure pub. L'émission durait une demi-heure, il y en a eu 3, et sur les 3 écrans publicitaires, 100% des spots parlaient du Black Friday. Donc là, il a changé, et puis il a dit oui, en fait, vous avez raison, il faut faire quelque chose. Donc voilà pourquoi, et voilà comment ça s'est passé. Et alors, racontez-nous comment vos clients ont accueilli cette initiative. Ils ont été surpris très positivement, parce que ils achètent à la CAMIF pas pour les prix, pas pour les promotions, mais justement pour donc un ça les a modèle. Confortés, finalement. Donc on a eu 18 000% de croissance sur les réseaux sociaux, de gens qui ont dit bravo, c'est top, et en fait on leur a évité de faire des mauvaises affaires ce jour-là, parce que l'étude UNC que choisir, ça montre qu'il y avait seulement 2% de discount sur le jour du Black Friday en réel, par rapport aux prix normaux, et que finalement quand on analyse qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, les gens se sont précipités sur Google pour voir où étaient les bonnes affaires. Donc Google a gagné beaucoup d'argent. Ils ont acheté probablement beaucoup ici chez Amazon. Et puis qu'est-ce qu'ils ont acheté? Des iPhones, parce qu'il y avait des pubs partout pour le iPhone 10 à ce moment-là. Et qu'est-ce que nous on a voulu dire? Que ce jour-là, il fallait peut-être pas se précipiter. Il fallait peut-être prendre du recul par rapport à cet acte de consommation. Et on a souhaité montrer et mettre en valeur les initiatives d'associations qui s'engagent pour rénover, pour réparer, pour recycler, pour montrer qu'un autre modèle était possible, meilleur pour l'homme et meilleur pour notre pouvoir d'achat et meilleur pour la planète. Et j'ai une dernière interrogation quand même, parce que je crois que cette opération, vous l'avez chiffrée à 400 000 €, je crois, de non-bénéfices ou de pertes. Donc est-ce que vous allez la rééditer? Est-ce que vous allez refaire la même chose? C'est sûr que ce jour-là, on a fait un record de 0 dans notre chiffre d'affaires. Mais je vais vous dire, en fait, c'est pour un site e-commerce qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, fermé une journée, quand on parle de la fermeture des magasins le dimanche, par exemple, c'est pas grand-chose. Et en fait, c'est quelque chose qui nous semblait presque vital, suite à l'appel des 15 000 scientifiques qui, 15 jours avant, disaient, en fait, il faut et il est urgent de changer nos modes de consommation, de production, si on ne veut pas aller dans le mur à cause du réchauffement climatique. Et nous, on s'est dit, en fait, on est un peu comme sur le Titanic, là. Tout le monde sait qu'on s'est pris un iceberg, en gros, et on continue à faire la fête alors que le bateau coule. Donc, il était urgent de réagir. Et puis, je vous engage tous ceux qui souhaitent mettre leur organisation cette année à autre chose le jour du Black Friday, à nous rejoindre dans une action collective anti-Black Friday. Voilà. Bravo, vraiment bravo, félicitations. Vous pouvez aller vous prendre. Merci beaucoup. Alors le dernier prix, Cécile, a énormément et ont énormément participé des étudiants. Et là, 3 vont me rejoindre, 3 étudiantes. Alors des étudiants qui sont au sein, déjà étudiants et étudiantes en fait, puisque c'est qui sont au sein de la formation AgroParisTech, une formation qui en dernière année leur permet de se spécialiser en marketing. Donc ce sont des ingénieurs, mais qui ont décidé de se spécialiser en marketing. Et toute la promotion de cette année, qui est pourtant en stage, a décidé, avec leurs professeurs, de nous aider à réceptionner les dossiers. Ils ont été notés par plusieurs personnes, mais également par ces étudiants. Et 3 d'entre elles vont me rejoindre. Je les appelle donc Chloé, Juliette et Élodie, donc du master EGE d'AgroParisTech. Et vous allez le voir, elles ont un coup de cœur. Alors avant d'annoncer le coup de cœur, ça a été difficile pour vous de noter ces dossiers? Oui, c'est moi.
Déjà, merci de nous avoir permis de participer à ce Grand Prix. Donc juste pour un petit rappel, en fait, AgroParisTech, c'est une école d'ingénieurs agronomes. Et les thématiques qu'on étudie sont sur l'alimentation, donc de la production à la distribution, la santé, l'environnement. Et en fait, c'est autant de thématiques où la durabilité, elle est vraiment inscrite dans nos métiers futurs. Donc pour nous, c'était très important en fait, de participer à ce Grand Prix. Donc ça n'a pas été si difficile en fait, de participer. Au contraire, ça a été vraiment en fait, une opportunité. Parce que la lecture de tous les dossiers nous a permis de nous rendre compte des solutions que les entreprises peuvent apporter aujourd'hui à toutes les problématiques sociales et environnementales qui se posent à nous. Voilà. Écoutez, c'est formidable et je ne sais pas si dans vos entreprises, en stage, vous travaillez sur ces sujets. Alors, je vais vous laisser annoncer votre coup de cœur. Donc, ce n'était pas parmi les nommés. Vous avez eu un coup de cœur, les étudiants. Donc, on va faire le petit jingle, mais vous allez nous l'annoncer. Donc nous appelons Squeeze ma bonne étoile. Bonsoir Elisabeth et Nicolas, vous êtes cofondateurs de Squeeze ma bonne étoile. Donc déjà bravo pour ce super projet qui nous a beaucoup touchés. Merci. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez imaginé cette offre d'une gourde qui est donc réutilisable et recyclable et qui permet d'allier développement durable et pratique? Tout à fait, c'est comme beaucoup d'histoires, une histoire personnelle. Donc avec Nicolas, nous avons 5 enfants. Et un jour, peu après la naissance de notre 5e, on s'est rendu compte un petit peu de tout ce qu'on jetait, de tout ce qu'on n'arrivait pas à faire manger nos enfants, puisque ce n'était pas dans des toutes petites gourdes mignonnes. Tupperware, oh non! Et on s'est dit, il doit exister une solution. Et on a trouvé des idées ici et par là, mais on a voulu aussi les inscrire dans un projet qui était global. Donc, pas seulement un projet d'un produit chouette, mais aussi une entreprise durable, aussi une chaîne de production responsable, aussi une distribution, aussi qui participait à faire du bien autour de nous. Et c'est comme ça qu'on a créé Squeeze. Alors du coup, une autre question. Donc après ces gourdes réutilisables, est-ce que vous pensez à d'autres produits pour développer une autre gamme dans le même esprit peut-être ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est monoproduit. Ça fait maintenant 4 ans que Squeeze existe. On a beaucoup travaillé sur cette gourde et sur l'amélioration de la Squeeze pendant ces 4 ans. On a aussi beaucoup travaillé à la distribution parce que c'est pas quelque chose d'évident au tout départ. Et effectivement aujourd'hui on est en train de travailler maintenant sur les futurs produits qui seront sans aucun doute sur le thème du packaging responsable. Voilà. Merci. Je vous invite à aller ensemble au photocall. Voilà, Cécile, on a remis tous ces prix. Oui, on a remis tous ces prix. Merci à vous d'avoir d'abord travaillé. Merci au jury d'avoir travaillé à nos côtés. Merci à nos partenaires de nous avoir accompagnés. Ce Grand Prix, évidemment, aura une 2e édition l'année prochaine. Il est perfectible, il s'améliorera, il se développera. Nous aurons peut-être
un prix international ou une ouverture internationale pour un peu s'enrichir de ce qui se fait ailleurs. C'est quand même intéressant. Et puis je crois que Sandrine avait un très joli mot de fin. Nous vous attendons à un cocktail, mais Sandrine... Alors, avant mon petit mot de la fin, je voulais juste aussi, si elles sont dans la salle et sinon on le fera, remercier toutes les entreprises qui ont postulé, parce que c'est très décevant parfois de ne pas se voir dans le hit parade. Sincèrement, il y avait plein de dossiers inspirants, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, merci à ceux qui ont postulé, bravo à ceux qui sont dans le hit parade et aux gagnants. Et effectivement, le mot de la fin, et je crois que je ne vais pas trop le commenter. Moi, je suis très émotive, donc excusez-moi. C'est c'est Martin Luther King qui disait « I have a dream ». Et il pensait à d'autres choses qu'aux marques et aux entreprises pour qu'elles deviennent durables. Mais on va dire que « we have a dream » avec vous. C'est d'aller vers des marques justement qui vont s'engager et pour une société meilleure et un futur non seulement vivable, mais joyeux pour nos enfants. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.